c'est que les dépenses logicielles représentaient 15% des dépenses de la DSI. Maintenant, les dépenses logicielles et cloud, c'est-à-dire le moment où le DSI achète sur un catalogue de gens comme Microsoft, Amazon Web Services, IBM, qui peuvent changer les objets, les règles tout le temps, ça monte à déjà 25% des dépenses pour beaucoup de DSI. C'est-à-dire c'est un enjeu considérable du budget de la DSI, avec des règles, une façon de travailler différente. On va essayer de vous montrer toute une série de choses qui sont possibles. Il y a beaucoup de technologies derrière chez LA. Il y a aussi beaucoup de volonté de vous aider à travailler de la façon dont vous avez envie de travailler. Voilà. Il y a des clients qui vont venir nous voir pour une étude Microsoft SQL Server. Il y a des clients qui vont nous dire « Faites tout pour 5 éditeurs pendant 3 ans ». Il y a des clients qui vont dire « Non, mais moi, je voudrais juste former mes collaborateurs ». On a un excellent catalogue de formation en ligne, enfin de formation. Il y a des clients qui vont dire « Non, mais moi, je veux être autonome, je veux acheter des outils. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme outil pour faire du discovery, pour savoir ce que j'utilise, pour ranger mes achats ?» On a nos propres moteurs de calcul qui sont les meilleurs du monde, on va en reparler tout à l'heure. C'est vraiment les meilleurs du monde, on a gagné un concours au mois de mai et on est dans les 11 leaders nommés par le Gartner, je vais y revenir tout à l'heure, dans notre métier. Voilà. Alors, donc qui est LA? On a été créé en 2010, on est 70, on a énormément de clients dans la région toulousaine. Donc finalement, cet été, on a pris une décision logique, c'est de demander à Clément Sapali, qui était le patron de l'équipe Client Success, c'est-à-dire l'équipe qui aidait les clients avec des projets amples, donc plusieurs éditeurs, pluriannuels, organisation, outillage, voilà, de venir diriger l'équipe de Toulouse. En plus, il est plus toulousain que parisien. Voilà, on est indépendant, ça c'est très très important, c'est-à-dire que les clients peuvent se faire aider pour maîtriser leur licence logicielle par beaucoup d'acteurs qui ont un vrai savoir-faire. Par exemple, vous pouvez vous faire aider par les auditeurs. Deloitte, Ernst & Young, KPMG seront très contents de vous aider à optimiser vos licences, mais le plus souvent, vous les verrez aux côtés d'IBM et de Microsoft contre vous. Voilà, là c'est au client de savoir si ça l'intéresse de travailler avec quelqu'un qui le lendemain déjeune avec IBM ou s'il veut travailler avec un indépendant. Vous avez également des gens qui sont très forts, qui sont des distributeurs. Donc les grands acteurs sur le marché français, Crayon, Digora, Softline, ils connaissent bien les produits puisqu'à la fin, ils vont vous vendre ce qui manque. Et à vous de savoir si vous pensez que c'est vraiment leur intérêt de faire en sorte que vous en achetiez le moins possible. Voilà. En tout cas, nous, on considère que quand on a trouvé une non-conformité, donc quand on a trouvé qu'il vous manque des licences, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour vous et pour nous, et on va bosser pour réduire ce chiffre le plus possible. Voilà. On a une grosse R&D interne, parce que la R&D, c'est de suivre l'évolution des règles que Microsoft et Amazon Web Services créent sans arrêt. Par exemple, Microsoft, qui est de loin le leader mondial du logiciel, il y a plus de 1000 pages de règles, les fameux Product Usage Rights, mais si vous allez chez Amazon Web Services avec les 70 familles de produits et toutes les déclinaisons, il y a près de 3000 règles qui concernent la facturation de ce que Amazon Web Services vous vend. Voilà. Donc c'est ça notre R&D, c'est comprendre tout ça et créer apprendre à utiliser les outils qui donnent des informations sur ce que vous utilisez, qui donnent des informations sur ce que vous avez acheté, créer les codes de calcul qui permettent de faire le meilleur match entre les deux. Et notre code de calcul, il est utilisé par nos consultants et on l'a mis en ligne en disant, après tout, si les clients ont envie d'être en self-service, sandbox.io, et on a gagné un concours sur la gestion des licences logicielles, sur les outils de gestion des licences logicielles au mois de mai. Le gagnant de l'année d'avant, c'était ServiceNow. Voilà, juste pour donner une idée du genre de niveau qu'on nous pensons avoir atteint. 150 clients depuis 2010, 200 projets SAM en 2019. On travaille beaucoup avec le SIGREF. Le Gartner a fait une étude de ce métier, 2 années de suite, ce qui s'appelait un Market Guide. Puis il a fait un Magic Quadrant. On est dans le Magic Quadrant. Donc il y a à peu près 120 Magic Quadrants par le Gartner. À peine une vingtaine de sociétés françaises. On est dans l'un d'entre eux. On n'est pas un leader, on est un niche player, mais on va bosser. On sait pourquoi on n'est pas un leader et on va bosser. Voilà. On est leader en France, on fait des enquêtes de satisfaction chaque année, on a un grand taux de recommandation. J'espère qu'on va continuer à travailler comme ça. Voilà, je vais passer la parole à Clément. Oui ? Alors, on doit toujours faire mieux. Notre clientèle principale, c'est les grands comptes industriels, les grandes sociétés de services.
On a beaucoup de clients dans le monde mutuel assurance, beaucoup de clients dans le monde coopératif. On n'a pas encore beaucoup de PME, mais des boîtes de 1000, 2000, 3000 personnes sont déjà nos clients. Et c'est parce que ma vision, c'est que finalement, n'importe quelle taille d'entreprise a des questions à se poser, qu'on essaye de transformer nous-mêmes ce qu'on fait. Et par exemple, sur sandbox.io, vous pouvez acheter pour quelques centaines d'euros une analyse Microsoft où vous ferez pas mal de choses par vous-même, mais à la limite, vous serez plus efficace qu'à payer un consultant LA à 800 ou 1000 euros la journée, parce que c'est des gens de chez vous qui vont aller chercher l'information. Et en plus, tout est conçu pour vous aider à comprendre quelle est la donnée qui vous manque. C'est super bien fait. On a travaillé comme des fous pour accompagner le client, parce que un inventaire, c'est quand même décourageant parfois. Hein. Donc c'est vraiment décourageant. Donc on a essayé de concevoir un geste qui permet à nos consultants de rester motivés, de motiver le client. Et donc la plateforme sandbox.io fait la même chose. Elle aide le client à chercher ce qui lui manque avec un grand degré de précision. Vous dit, il vous manque le nom du processeur, du serveur qui est celui-là. Et voilà comment vous pourriez le trouver. Voilà. Clément, à toi. Donc, l'idée aujourd'hui vraiment, c'est de parler donc, de comment on peut maîtriser nos assets tout en réduisant notre dépense IT. Aujourd'hui, chez LA, c'est vraiment notre cœur de métier. Comment gérer les assets, gérer les risques, aller plus loin aussi dans l'optimisation, que ce soit achat, technique. Ce qu'on vous propose, c'est d'aborder ces thèmes en fait par 4 sujets. Le premier sujet, c'est orienté cost killing, réduction de la dépense par les achats. Comment on va réussir à analyser les maintenances que vous pouvez avoir, exploiter vos contrats, peut-être les failles qu'il peut y avoir dedans pour demain négocier avec un éditeur et vous faire réduire vraiment la dépense IT que vous pouvez avoir sur ces éditeurs-là. La deuxième partie, ça va être plus la conformité. Aujourd'hui, vous faites des contrats, vous avez des achats, vous avez des usages. Est-ce que ces achats et ces usages en fait sont en symbiose? Est-ce qu'il y a des différences, des disparités? Et finalement, au fond, comment on peut les optimiser? Qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Le troisième volet, on est plus sur du cloud, du SaaS. De plus en plus d'entreprises vont dans le cloud, Amazon, Google, Azure. Est-ce que c'est bien suivi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils pour faire ces suivis-là, pour optimiser? Est-ce que vos employés dans une entreprise ont besoin d'utiliser 24/7 une machine virtuelle pour travailler? Pas sûr. Voilà. Il y a des optimisations à faire et on en parlera notamment avec Benoît. Et toute la partie gestion de parc. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises utilisent un poste de travail pendant 2-3 ans, sauf que la durée d'un poste de travail peut aller jusqu'à 5-6 ans. Il y a des outils pour optimiser tout ça et il faut éviter d'entrer dans ce sujet d'obsolescence rapide et d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Voilà, c'est les 4 thèmes vraiment aujourd'hui que l'on adresse et dont on va vous parler. Donc, sur la partie réduction des coûts, on va vraiment aller chercher comment on va cutter les dépenses, comment on va aller chercher un petit peu ces dépenses qui finalement, soit on les maîtrise, soit on les maîtrise peu, soit on ne les voit pas. Voilà, il y a des dépenses comme les petits éditeurs. Là, vous avez 3 volets, on va dire, de la dépense où nous, on vous suggère aujourd'hui d'adresser, d'aller voir, de creuser, et c'est ce qu'on fait avec notamment nos clients. Les petits éditeurs. Quand on parle de petits éditeurs, aujourd'hui, dans la dépense d'une DSI, il va y avoir le tiers 1, on va dire, ça va être votre top 10 des dépenses. Il va y avoir le tiers 2, c'est les autres dépenses. Et le tiers 3, c'est tous ces petits éditeurs qui se baladent dans votre infrastructure, avec ces logiciels SaaS qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on n'a pas le temps aussi d'aller voir, de renégocier des contrats, etc. Nous, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est allez-y, cherchez vraiment ces petits éditeurs-là parce que la somme des petites économies fait qu'à la fin, vous avez quelque chose qui est quand même assez conséquent. La méthodologie, j'y reviendrai juste après pour expliquer les 3 points et comment nous, on travaille là-dessus et ce qui est intéressant de faire là-dessus. Le deuxième point, c'est assez basique, mais c'est le volume d'utilisation. Aujourd'hui, vous avez des contrats, vous payez des maintenances, vous payez des licences, est-ce que c'est utilisé ? La plupart des entreprises dans lesquelles où nous allons, on voit qu'il y a des outils et des trackings pour vraiment savoir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui est installé sur un poste, mais ce n'est pas exploité.
c'est pas exploité, on ne connaît pas le prix du user par rapport au device. Est-ce que les personnes sont administrateurs ou non? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire derrière? Donc cette partie un petit peu volumétrie, volume d'utilisation, usage, est quelque chose qui est fait mais pas assez loin pour pouvoir permettre de réduire les coûts aujourd'hui et d'aller vraiment cutter, comme on dit chez nous, les maintenances, les coûts par rapport à ces sujets achats-là. Et le dernier volet, qui est un volet, je pense que vous devez bien connaître, c'est la partie négociation. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a traité ces petits éditeurs, ou même les gros, mais là on fait un focus quand même sur les petits, que l'on a ces informations sur les usages, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les éléments pour aller vraiment négocier avec un éditeur? Quels sont les courriers, les axes de négociation? Est-ce qu'on peut aller en frontal? Est-ce qu'il faut faire un rachat d'abord pour ensuite arrêter de la maintenance? Voilà. Ces éléments-là, c'est vraiment la négociation, c'est le fer de lance pour aller réduire cette maintenance. En termes de méthodologie, vraiment pour arriver à baisser cette dépense d'un point de vue achat IT, nous, ce qu'on vous recommande, c'est dans un premier temps de cartographier les éditeurs. La cartographie des éditeurs, c'est, vous prenez là dans notre exemple des éditeurs de taille modeste, vous regardez la dépense que ça représente chez vous, et ensuite vous allez aller petit à petit prioriser. C'est-à-dire que, ok, là j'ai mon top 20, mon top 30, comment j'arrive à 10, et de ces 10 éditeurs-là, qu'est-ce que je peux en faire? Combien je peux gagner derrière en cash saving, en cost avoidance, si je les traite? Combien, si je mets 10 000 € sur la table maintenant, est-ce que je peux en gagner 30 dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Comment je fais? La troisième partie, c'est l'axe des contrats. Ce que l'on peut voir énormément, c'est les contrats aujourd'hui qui sont signés, il y a des failles dedans. Il y a des failles et il y a même des clauses en fait que beaucoup de clients n'ont pas en tête, que vous pouvez rajouter dans les contrats pour vous permettre demain d'économiser. Sur est-ce que dans 2 ans, donc par exemple sur un contrat de 3 ans, dans 2 ans, est-ce que je peux négocier avec mon éditeur de baisser de moitié ma maintenance parce qu'en fait, je ne voulais pas vraiment me réengager avec lui à ce moment-là, mais il m'a proposé un contrat de 3 ans, les prix étaient avantageux. Est-ce que je peux, dans 2 ans, enlever la moitié de ma maintenance? Est-ce que c'est des clauses que je peux rajouter, négocier? La réponse est oui, mais il faut le savoir et il faut avoir les moyens de le faire. Quand je dis les moyens de le faire, ça dépend aussi souvent de la taille critique de l'entreprise. Voilà. Mais par exemple, on parlait peut-être de PME, de PMI, de TI. Il y a aussi des regroupements. Nous, on le voit souvent dans tout ce qui est mutualiste. Il y a des GIE, des gros rassemblements pour être plus fort et mieux négocier. Une partie qui est très importante là-dedans, c'est la connaissance interne. Donc la connaissance interne, c'est aller voir les achats, aller voir l'IT, aller voir ceux qui gèrent vraiment, faire les interviews, savoir ce qui se passe chez vous, parce que ce n'est pas parce que des outils remontent des informations que c'est la réalité. Il faut vraiment connaître, savoir ce qui se passe pour faire les meilleures actions demain sur justement la priorisation des traitements que vous aurez fait. Vous évaluez les options. Est-ce que sur du Microsoft, on parlait tout à l'heure, est-ce que je peux downgrader, aller sur des versions inférieures pour payer moins cher? Est-ce que je peux aller vers de l'open source? Ou est-ce que je peux tout simplement supprimer et enlever de la maintenance? Voilà. Et finalement, la partie négociation. On a un REX que l'on a fait donc, avec une grande compagnie d'assurance. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, la compagnie d'assurance avait 40 millions de dépenses software à l'année à peu près et voulait arriver aux alentours de 20 millions. Notre objectif, c'était de faire 1,5 million d'économies en cash sur 3 ans. Et le dispositif qu'on a utilisé, c'est le dispositif que je vous ai décrit précédemment. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, en moins d'1 an, on a réussi à ressortir 1,7 million de cash saving et 800 kilos de cash avoidance. Donc, on a, si je puis dire, éclaté un peu les standards et les objectifs. Donc, on a renégocié avec le client d'arriver à 3,5 millions d'économies sur 3 ans au lieu du 1,5 million de base. Mais ça marche dans les grands groupes, ça peut marcher dans les PME, ça marche dans les ETI, dans les ESN, ça marche partout. Oui, je vais juste dire une chose, les 40 millions, là, ce n'est pas les gros éditeurs, hein. C'était un portefeuille tier 2, tier 3. Et le 20, c'est la sélection qu'on a faite avec lui en disant, bon, bah, parmi ces 40, bossons ensemble sur les 20. Il y a de l'argent à chercher. Voilà. Le temps passe, donc je vais avancer. Sur le... Moins d'1 an. Oui, lui, il a investi 300 000 € d'argent ailé. C'est pas donné, hein. Il a quand même investi, mais voilà. En moins d'1 an, il avait 1,7 million plus 800. Sachant que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les 1,7 million et les 800, c'est pas forcément de suite.
C'est-à-dire qu'il y a des maintenances qui concourent et on peut avoir des économies. Alors, nous, on se rémunère de suite, mais c'est des choses qui vont arriver peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà. Faut avoir en tête que ça peut être sur du court et moyen terme aussi. La conformité, donc pour que ça parle à tout le monde, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les grands éditeurs viennent faire des audits donc chez les entreprises. Ils vont vous demander exactement ce que vous utilisez vis-à-vis des achats qui ont été faits. L'idée aujourd'hui d'une analyse de conformité, on va dire bête et méchante, c'est d'aller chercher vos achats, d'aller chercher exactement ce que vous déployez, donc c'est la phase de collecte, pour ensuite faire une analyse de qualité et savoir exactement aujourd'hui votre position, est-ce que vous êtes en risque ou non en fonction de vos usages vis-à-vis de votre contrat. Ce qui nous amène à un bilan financier et donc à des optimisations. Ces optimisations, nous, on fait des optimisations pour nos clients et on les recommande par rapport à ce que l'on trouve et à leur infrastructure, à leurs contrats, aux achats qui existent. Voilà pour résumer ce que c'est un inventaire de conformité. Je fais un focus spécifique sur la partie optimisation. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien entendu de réduire les coûts. D'accord ? Il y a des entreprises en fait qui elles n'ont pas forcément comme premier abord à réduire les coûts, elles veulent peut-être mieux gérer leur infra, donc il y a des optimisations qui sont spécifiques là-dessus. Mais en termes de réduction des coûts, en fait, il y a 3 volets. Si vos usages sont supérieurs à vos achats, si vous déployez plus que ce que vous avez acheté, donc bien entendu, il y a des actions techniques correctives. Je peux, sur une infrastructure, faire que ma machine virtuelle en fait, soit posée sur un serveur et n'aille pas sur celui d'après, donc je n'ai qu'un seul serveur à licencier par exemple et pas l'autre. Voilà, il y a des actions techniques correctives qui sont assez poussées et nous on est vraiment moteur là-dessus et c'est des choses que l'on maîtrise très très bien. Il y a ce que je vous parlais tout à l'heure, les renégociations des contrats, bien évidemment, et l'arrêt des flux de maintenance. L'arrêt des flux de maintenance, c'est vous avez un contrat Oracle par exemple. L'idée c'est d'avoir, en fait, vous avez des nouveaux achats. Vous avez une maintenance en cours qui est très vieille, qui coûte très cher et en fait vous ne pouvez pas supprimer cette maintenance ou une partie. Donc vous allez la supprimer, faire un nouvel achat comprenant vos nouveaux besoins, plus votre maintenance que vous avez historiquement, que vous allez mieux renouveler avec des discounts qui sont peut-être plus avantageux. Oui, on est dans le pays des avions ici, hein, donc il faut imaginer que si vos portefeuilles de licence, c'est un seul gros Airbus A380, vous n'êtes pas très manœuvrant, quoi. Si par contre vous avez certains avions sous maintenance et certains avions qui ne sont pas sous maintenance, bon, ce n'est pas une bonne idée pour l'aéronautique, mais certaines licences qui ne sont pas sous maintenance, avec beaucoup d'éditeurs, vous pouvez organiser l'utilisation des unes et des autres d'une façon qui à la fin est moins chère. D'où l'aspect arrêt du flux de maintenance, y compris quand vous êtes en difficulté. C'est du travail, mais voilà. Sur la partie, le volet, alors ça arrive assez rarement, mais ça arrive. Vous pouvez avoir des usages qui sont vraiment équivalents à vos achats. Donc ça, on ne dit pas, ok, ça va, je passe à la suite. Non. Il ne faut pas s'interdire vraiment de chercher des optimisations, comme on le disait plus haut. Allez voir, là, ça va être plutôt des optimisations sur demain. Quelle est ma consommation? Comment je peux mieux consommer? Est-ce que je peux consommer au plus juste? Et avoir cette volonté en fait, de dégager des stocks. Ces stocks dégagés, ça m'amène à la partie lorsque les achats sont supérieurs aux usages. Aujourd'hui, il y a des marchés de revente qui existent, des marchés en fait, qui permettent de revendre vos licences si elles sont toujours sous maintenance, si vous avez tous les contrats. Vous pouvez arriver à avoir du cash, à avoir des éléments qui vous permettent, vous, de justifier que vous avez fait des économies auprès, par exemple, de votre direction ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'une des pistes qui est de plus en plus, que l'on recommande beaucoup et qui est de plus en plus utilisée, donc avec notamment SoftCorner qui fait ça. Et il y a la partie arrêt des maintenances des éditeurs. Et la bascule vraiment vers des tiers mainteneurs applicatifs spécialisés qui vous permettront aussi de faire des économies assez importantes sur la maintenance telle que Rimini Street. Oui, donc SoftCorner, c'est une boîte française, softcorner.eu, super boîte, extrêmement bien organisée, très active en fait sur les grosses entreprises, parce que les grosses entreprises, c'est celles qui sont capables de créer des titres de propriété de haute qualité pour dire ça, c'était des licences Microsoft, je te les vends. Voilà, et SoftCorner est un très bel acteur de l'intermédiation dans ce domaine. Et Rimini Street, effectivement, un tiers mainteneur, il faut imaginer que Oracle, son but, c'est de faire 95% de marge sur la maintenance. Pour 95%, l'objectif d'Oracle, ils peuvent y arriver que si, quand vous avez un problème, vous faites self-service sur leur plateforme.
Donc à la fin, vous êtes obligé de garder des DBA hyper chers chez vous. Et en fait, si vous bossez avec Rimini Street, vous avez quelqu'un qui répond en 5 minutes. Et du coup, vous avez fait une économie et sur la maintenance, et peut-être vos DBA sont moins nombreux à faire des choses inintéressantes et plus nombreux à s'occuper du schéma, par exemple. Voilà. Alors ici, c'est un retour d'expérience que l'on a eu donc, avec un de nos clients. Benoît, il raconte ? Ouais, c'est Benoît qui va raconter ça, puisque c'est lui qui a géré ça. Benoît, tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez également. Il y a un décalage de 12 secondes à peu près entre ce que je vois et ce que j'entends. Donc, bonjour à tous. Benoît Plaine, je suis directeur des opérations au sein d'Ele. On a eu la chance de pouvoir piloter pour un de nos clients une revente de licence sur le marché de l'occasion. C'était un client qui avait réalisé un passage. C'est un client qui avait réalisé un passage d'Office on-premise, donc Office Pro Plus classique installé sur les postes de travail, vers de l'Office 365, qui est en mode souscription. Donc, il lui restait finalement ses licences perpétuelles sur l'étagère et il cherchait un moyen d'aller valoriser ce stock de licences qui était sur l'étagère, qui était dormant. Et donc, on a eu l'occasion de pouvoir piloter pour lui cette revente sur le marché de l'occasion. Donc, on est passé par SoftCorner, comme le disait Alain tout à l'heure. Habituellement, SoftCorner, c'est plutôt une plateforme qui met en relation les acheteurs et les vendeurs. Dans ce cas précis, SoftCorner avait un gros client et un gros deal à faire et il achetait en propre, en fait, les licences. Donc, on a piloté cette revente qui, en réalité, c'est quelque chose qui est faussement simple. L'acheteur a un certain nombre d'exigences sur la bonne propriété des licences qu'il va acheter auprès du vendeur. Donc, on a réalisé finalement cette vente selon le processus qu'on vous présente là, avec quasiment une dizaine d'étapes. D'abord, un NDA tripartite, voilà, parce qu'on tient à ce que les choses soient gardées de façon confidentielle. L'étape numéro 2, qui était la plus compliquée, consistait en réalité à aller collecter l'ensemble des preuves d'achat de licence. Il ne suffisait pas de donner des preuves de renouvellement de maintenance, c'était insuffisant du point de vue de l'acheteur, en disant « Ok, j'ai vu que vous renouvelliez de la maintenance, j'imagine que les licences ont été acquises, mais ce n'est pas suffisant, je veux avoir la preuve d'achat de la licence historique. » Donc, c'est un gros travail à réaliser parce qu'on doit finalement, quand on détermine le patrimoine de ces licences-là, aller collecter la preuve d'achat initiale qui a peut-être été réalisée, je ne sais pas moi, peut-être en 2010 ou en 2009, puis collecter l'ensemble des maintenances qui ont été renouvelées pour ces licences qui ont été acquises, pour être en capacité de démontrer à l'acheteur « j'ai bien acheté la licence de la bonne édition, dans les bonnes quantités, j'ai bien renouvelé les maintenances sur ces licences année après année, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous revendre une licence qui est un Office Pro Plus 2019. Voilà, et c'est ça que je vais vous revendre. » Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris ? On a été travailler sur le site de Microsoft, le VLSC, qui est un site qui recense finalement l'ensemble des acquisitions. Et on a scripté avec un outil de RPA, de Robot Process Automation, la récupération automatique de l'ensemble des preuves d'achat, des commandes sur ce site VLSC. Donc, on a programmé notre robot pour qu'il fasse ça. Il a été collecté l'ensemble des informations. Ça a pris quelques heures, mais voilà, la souris clique toute seule. Ça collecte les informations, ça la synthétise dans un tableau Excel qui est exploitable par la suite. Donc, on a fait l'ensemble de ce travail-là. On a fait valider les preuves d'achat par l'acheteur qui a dit « Ok, c'est très sérieux ce que vous m'avez présenté comme preuve d'achat, c'est solide, je vais passer à l'achat des licences. » Et puis ensuite, on se met à négocier un contrat de vente avec des clauses, avec un prix, bien entendu, qui permet de valoriser finalement ce stock de licences. Et puis après, il y a encore d'autres étapes qui vont consister à fournir les clés. Donc, il fallait aussi sur le VLSC, c'est une étape qui n'est pas évidente non plus de trouver le bon endroit pour fournir les clés, d'autant plus que l'acheteur, il est en droit de vous demander les clés pour la version Office Pro Plus 2019, bien entendu, mais il a aussi un droit de downgrade. Donc, ça veut dire que s'il veut installer un Office Pro Plus 2016 ou 2013 à la place, il a le droit de le faire. Donc, il ne faut pas oublier de lui fournir les clés de la dernière version et puis les clés des versions précédentes parce qu'il les demande et est en droit de les exiger.
Voilà. Donc, dernier point, on signe également, le vendeur signe et s'engage à désinstaller les produits. Évidemment, quand on vend des licences sur le marché de l'occasion, ce n'est pas pour les multiplier. C'est-à-dire que je vends une licence, donc je la désinstalle et je m'engage à désinstaller les produits qui est signé et qui valide cette désinstallation des produits sur le poste de travail. Voilà. Alors, le dernier point, c'est l'administration des ventes. Ça peut paraître complètement anecdotique, mais on s'est heurté à une difficulté qui était de pouvoir, pour la DSI, émettre une facture. Alors, ça paraît un peu risible comme ça, mais c'est pas si évident que ça. Une DSI, elle est plutôt habituée à commander et payer les factures, mais émettre une facture pour encaisser la somme derrière, c'était quelque chose qui n'était pas si évident dans l'administration des ventes. Donc, au final, les licences ont été achetées, elles ont été payées, le paiement a été fait en temps et en heure, et on a un client qui est reparti avec 250 000 euros de revente de licences et de cash. Là, c'est vraiment du cash-in pour le client qui revient dans son budget direct de la DSI. Voilà. Donc, on avait un stock dormant de licences, personne n'en faisait rien. Il y a une bonne idée d'essayer de les revendre sur le marché d'occasion. Ça, c'est piloté. Toutes les lois permettent de le faire. Alors, il y a certains critères à respecter, évidemment. Il faut que ça soit dans l'Union européenne, il faut que les licences soient installées, il faut que les bundles soient respectés. Ça veut dire que quand je vois un Office Pro Plus, je n'ai pas le droit de vendre un Excel d'un côté, un Word de l'autre. C'est la suite qui doit être vendue dans son intégralité. Voilà. Il y a un certain nombre de critères comme ça à bien respecter. Donc, on les a tous passés en revue et on a déroulé le processus jusqu'au bout. Voilà. On va passer à l'autre étape maintenant, toujours dans cette optique de chercher à faire... Microsoft va sortir une version Office 2021 l'année prochaine en licence perpétuelle. Microsoft a aussi des licences en mode de souscription. Et l'existence la disponibilité des licences Microsoft sous deux espèces, de deux manières finalement, c'est fondamental dans la structure des prix et des négociations. Par exemple, nous avons aussi aidé un grand client à acheter de la souscription, parce qu'il voulait acheter de la souscription, mais en créant une situation où il avait une offre sérieuse de licence d'occasion qui était valable pour ses besoins de maintenant, puisqu'il y a des gens qui abandonnent maintenant la licence perpétuelle pour aller vers la souscription. Donc ça veut dire qu'il y a un marché de la licence perpétuelle récente, comme l'a expliqué Benoît. Et donc le client avait en main une offre sérieuse de licence d'occasion pour dire à Microsoft, moi je veux bien faire de la souscription. Pour Microsoft, la souscription c'est bien, c'est du new, mais voilà mes conditions. Et le prix a été très bas parce que du coup Microsoft s'est dit, ok, mince, il y a de l'argent, il y a des licences qui sont déjà dans la nature qui vont être recyclées, c'est pas mon intérêt, ok, je fais ce prix. Voilà. Donc je voudrais juste insister sur le fait que ce que l'Union européenne a ouvert comme porte est très significatif, et c'est très significatif pour le monde de Microsoft, premier éditeur mondial de très loin, et celui qui en fait a les licences qui se prêtent le mieux aussi au marché de l'occasion. Donc ici, on va passer plutôt à l'aspect cloud. Sur les 4 briques, on est plutôt sur l'aspect cloud. Comment on maîtrise mieux une infrastructure, que ce soit on-premise ou cloud, et l'ensemble des licences que l'on peut avoir sur ces différentes briques. Donc là, Benoît aussi va prendre le point. C'est un petit peu son bébé, le cloud. Oui. Benoît, tu aurais dû commencer 12 secondes avant, là. Il faut bien comprendre qu'on a une dépense qui est en général assez peu maîtrisée. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui chez nos clients qui ont des infrastructures cloud, c'est que le business case initial, il n'est jamais respecté. Donc, il faut être très lucide sur ça. Il y a une dérive naturelle des dépenses du cloud pour plein de raisons. Une des premières raisons d'une dépense importante sur le cloud, c'est la migration qu'on a effectuée d'applications qui étaient on-prem et dans vos data centers, et qu'on a décidé de migrer vers un Azure ou un AWS. Alors, pourquoi est-ce que ça coûte finalement très cher? Parce que déjà, dans les environnements on-prem, on peut avoir de la surcapacité, et c'est souvent le cas. Quand vous voyez en fait en interne les chefs de projet, les responsables applicatifs qui vous demandent une infrastructure avec des machines virtuelles, elles sont souvent surdimensionnées par rapport aux besoins réels. Ces surcapacités, elles ont existé on-prem et elles faisaient leur vie. Et quand on a décidé de faire un mouvement vers le cloud, ce qu'on appelle le move to cloud,
on a reproduit assez souvent ces surcapacités qui existaient on-prem, on les a reproduites dans le cloud. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des machines dans le cloud qui sont également surdimensionnées, mais vu qu'on est dans une logique de payer selon ce dimensionnement mois après mois, ça revient finalement très cher. Donc, il y a un certain nombre d'actions, d'optimisation de ces coûts qui peuvent être mis en œuvre et qui sont représentés sur, on va dire, cette pyramide, avec les choses, on va dire, les plus faciles à mettre en place qui sont en bas de la pyramide et les choses les plus difficiles qui sont dans les étages au-dessus. Alors, évidemment, on a tous les enjeux qui sont liés au dimensionnement. Donc, le dimensionnement vCPU, le dimensionnement de la RAM, d'avoir le bon choix de la machine virtuelle par rapport à la famille de la VM par rapport à ce qui est utilisé. On a tous les coûts qui sont liés au stockage. Il ne faut pas oublier que le stockage, c'est quelque chose qui coûte très cher finalement dans le cloud. Donc, bien choisir sa classe de stockage. Est-ce que je prends du disque dur, du HDD, est-ce que je prends du SSD en fonction de mon profil de l'application, est-ce que j'ai besoin d'autant d'IOPS sur cet espace de stockage? Ce sont toutes ces bonnes questions à se poser. Ce dimensionnement, en général, il peut être fait soit avec les outils du cloud provider. De plus en plus, les cloud providers vous fournissent les outils pour être capable de monitorer et de comprendre un petit peu quel est votre profil de consommation par rapport à ce que vous avez acheté. Vous avez également des outils tiers qui font extrêmement bien le travail. On a eu l'occasion de le tester, par exemple, avec Turbonomic, qui est un outil qui s'installe et qui est capable de monitorer à la fois l'on-prem et à la fois vos environnements cloud et vous propose des recommandations, et il peut également les automatiser, de resizing de vos machines virtuelles, à la hausse comme à la baisse. Il peut aussi détecter, par exemple, que vous avez des machines qui sont en souffrance, donc il faudrait augmenter finalement le dimensionnement de cette machine. Et puis, principalement, surtout, on le verra sur un exemple chiffré et un retour d'expérience sur le slide suivant, d'être capable également de réduire le dimensionnement et de faire des économies sur ces items-là. L'étape du dessus, c'est de bien réfléchir finalement aux usages qu'on a du cloud et de bien connaître son cloud provider. Cet étage-là, il consiste à dire, est-ce que vraiment j'exploite les services qui sont mis à ma disposition dans le cloud, ou est-ce que je me contente juste de faire de l'hébergement dans le cloud? Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre cette notion-là. C'est que si je faisais de l'hébergement avant on-prem et que je me mets juste à faire exactement la même chose dans le cloud, c'est-à-dire du simple hébergement, que je n'ai pas fait évoluer mes applications, que je ne suis pas en train d'utiliser toute la scalabilité horizontale et verticale du cloud, finalement, où je ne prends pas des services de type PaaS, du plateforme as a service, du PaaS database, etc., ça n'a finalement pas énormément d'intérêt. Donc, il faut bien réfléchir déjà à ce que je mets dans le cloud. Est-ce que j'y mets des environnements de prod? Est-ce que j'y mets, par exemple, des environnements de hors prod? Ça va faire beaucoup de sens de mettre son hors prod dans le cloud parce que vos développeurs et toutes les personnes qui vont travailler sur un projet vont avoir accès très rapidement à une machine, à une VM. Ils ne vont pas attendre que il y ait un processus un peu plus long qui se mette en œuvre. Voilà, toutes ces de se poser. On peut aussi être dans une logique d'aller comprendre, je vous disais, le modèle du cloud provider. Si j'ai des applications en prod qui vont tourner 24/24, je vais peut-être me basculer vers des instances réservées, ce qu'on appelle les RI, les Reserved Instances dans ces environnements-là. Voilà. Donc, il y a tout un environnement à comprendre, à se poser les bonnes questions et de dire finalement, j'y vais là-dessus, j'y vais pas. On sait très bien aujourd'hui que les infrastructures 100% cloud, ou tous ceux qui ont voulu faire des infras 100% cloud, sont revenus en arrière. Et aujourd'hui, on arrive sur un point d'équilibre qui est d'avoir des infrastructures hybrides, avec des choses chez moi et des choses dans le cloud. Il est certain que si vous avez des secrets industriels, vous allez les garder dans votre data center on-prem. On a l'habitude de dire, on ne met pas la recette du Coca-Cola dans le cloud, évidemment. Donc, vous allez forcément atterrir sur quelque chose d'hybride à la fin. Et dans cet environnement hybride se pose un arbre de décision qui va consister à dire ça, je mets dedans, ça, je garde chez moi. Donc ça, c'est vraiment ces bonnes questions. Puis le dernier étage de cette pyramide, c'est de comprendre finalement et d'industrialiser, comme on peut le faire sur le SAM, il faut le faire exactement de la même façon sur le cloud, c'est d'industrialiser cette bonne gestion financière de mon cloud. Ça veut dire avoir du monitoring permanent, avoir des outils qui tournent 24/24 et qui vous apportent des dashboards tous les jours pour voir s'il n'y a pas une erreur la veille, s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait une bêtise et qui vous a fait exploser votre consommation, que ce soit sur les services du cloud. Et d'avoir, in fine, une équipe de FinOps chez vous. Alors, ça dépend de la taille, mais ça peut être un rôle additionnel donné à quelqu'un. Ça peut être une équipe dédiée. Ce qui est certain, c'est que vous ne pourrez pas travailler sur ces aspects-là en mode Excel. Il va falloir vraiment rentrer dans une démarche outillée pour en tirer le maximum de valeur. Les ROI sont quand même très importants sur ces sujets. Je pense qu'on a un exemple sur le slide suivant.
Alors, je sais pas, normalement, il y a un peu de latence, donc je ne sais pas si c'est passé. La planche suivante, elle vous montre un exemple d'optimisation des coûts AWS qui a été réalisé avec un partenaire qui est Turbonomic. La planche de gauche, ce qui est appelé current state, représente finalement le profil de machine virtuelle qui avait été décidé par le client. Il a dit, voilà, on va partir sur 8 types d'instances selon les besoins de nos applications, et puis on va faire rentrer les applications dans ce schéma de 8 types d'instances, c'est notre politique, et puis on va avancer comme ça. Et ça marchait très bien. Ils dépensent quand même, ils ont quasiment un environnement cloud qui est gigantesque. Hein, vous voyez les sommes, c'est 20 millions de dollars par an qui est dépensé chez AWS pour héberger l'ensemble de ces machines. Ils ont installé un Turbonomic. Donc Turbonomic, qu'est-ce qu'il fait? Il va se plugger sur AWS, il va analyser l'ensemble des logs, il va comprendre quelles sont les consommations de machines, il va mettre ça en rapport de la volumétrie des machines et des souscriptions qu'il y a en face. Et à la fin, il vous sort une recommandation extrêmement fine, qui est celle-ci, qui est de dire, écoutez, au lieu de travailler sur 8 types d'instances différentes, vous allez devoir travailler sur 25 types d'instances différentes. Ces 25 types d'instances différentes sont extrêmement bien dimensionnés par rapport à l'usage réel que vous faites des machines. Et vous allez arrêter de payer des surconsommations auprès d'AWS sur vos machines virtuelles. Ce travail-là, de faire de la finesse et j'allais dire de faire de la dentelle, en tout cas, sur ces choix de machines et d'arriver sur 25 types d'instances, ça amène à une économie de 2,3 millions de dollars par an pour le client sur une base de dépenses qui est de 20 millions de dollars. Donc, on est quasiment sur du 12% d'économie à l'année. Et ça, c'est des économies cash immédiates. C'est-à-dire que votre facture au mois le mois, au lieu qu'elle soit de 1,6 million, elle passe 1,4 million. Donc, vous économisez 200 000 € le mois suivant de l'installation de ce type d'outil. Alors, il y en a d'autres. Hein, là, c'est un exemple avec Turbonomic parce que c'est un partenaire. On a d'autres partenaires qui font également ça. On a Mbotix qui a été racheté par Snow Software qui fait également ce travail très bien. Enfin, voilà, la place est assez grande, en tout cas, pour les éditeurs de ce type de solution. Et vous voyez immédiatement les savings qui peuvent être associés à ça. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit également, c'est que ce type d'outil peut également optimiser vos environnements on-prem. Alors, ça peut paraître surprenant, mais je vous disais, il y a des surcapacités sur vos environnements on-prem, sur vos clusters VMware, ça c'est évident. Ce que va faire un outil de cette nature, ça va être d'analyser de la même façon quel est le profil d'usage et de consommation de vos machines virtuelles et de vous proposer du resizing à la hausse et à la baisse, et surtout d'aller bouger vos machines virtuelles pour les concentrer sur un nombre de ESX un peu plus restreint, ce qui va vous permettre, de dégager des ESX pour accueillir des nouveaux projets, de nouvelles machines virtuelles. Si vous aviez prévu d'en racheter, c'est une économie cash sur votre budget, donc on reste dans le thème de l'événement, mais c'est une façon de faire des économies sur le budget parce que j'avais prévu de racheter des machines pour mon infrastructure. Et ben non, en fait, en redimensionnant mes machines, en les réorganisant différemment sur mon infrastructure, je peux dégager des ressources disponibles qui vont accueillir mes nouveaux projets. Et les achats qui étaient prévus d'être faits, finalement, je ne vais pas les faire et je vais peut-être orienter ce budget d'une autre façon. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on voulait vous montrer sur ces aspects de... Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver chez LA dans notre entreprise? C'est-à-dire, vous allez peut-être avoir envie d'utiliser des outils spécialisés. Il y a presque 200 outils de discovery pour savoir qu'est-ce qui tourne sur vos PC et sur vos serveurs. ServiceNow avec son module ITOM, des outils de BMC, de HP, de Micro Focus, et voilà, Ivanti, enfin il y a près de 200, un Français qui a un très beau produit qui s'appelle Interact, voilà, il y a près de 200 produits différents. Bon, on ne les connaît pas tous chez LA, mais il y a bien une quinzaine de produits avec lesquels on travaille, et surtout on travaille aussi avec les outils des éditeurs, c'est-à-dire qu'il y a chez LA des super spécialistes SCCM, MSMAP, pour le monde Microsoft, des super spécialistes sur les outils de VMware et sur les outils open source type RV Tools. Il y a des spécialistes sur tous les scripts Oracle que Oracle utilise justement quand il fait un audit contre vous. Évidemment, si on est dans le monde IBM, les outils d'IBM, ILMT, BigFix, voilà. Donc, chacun des centres de compétences LA, organisés par éditeur, doit maîtriser les outils de l'éditeur, autrement dit l'instrument de mesure que l'éditeur prétend utiliser contre vous. Et ce que fournit la console AWS, la console GCP, la console Azure, c'est vachement bien. Après, il faut travailler avec, quoi, hein. Donc voilà, vous trouverez ça chez LA, les verticaux, vous trouverez les horizontaux, des outils pour gérer les licences, Aspera, Snow, Flexera. Comme on est leader en France, on est maintenant partenaire de tous parce que
ils voient bien que s'ils ne sont pas partenaires avec nous, ils perdent une possibilité d'accéder. À la fin, j'ai envie de dire, ce n'est pas l'outil qui est important, ce n'est pas la poêle qui est importante quand vous faites de la cuisine, c'est le cuisinier. C'est-à-dire, vous pouvez choisir différents types d'outils, on peut vous aider à faire un concours de beauté si vous avez envie de choisir un outil, mais à la fin, c'est quand même le cuisinier qui tient la poêle et qui fait l'omelette, quoi. Donc c'est ça qu'on va vous apporter aussi chez Hellé. Voilà. On va passer au slide suivant. Ouais, je crois que Benoît. Oui, allez-y. Je vais répéter la question. Oui. Alors, je vais répéter la question pour ceux qui sont à distance, puisque je ne l'ai pas fait la dernière fois et j'aurais dû me faire attraper plus. Bon. Donc, la question, c'est comment vous garantissez, quand on fait une économie en allant de gauche à droite, que la performance est maintenue? Alors, il y a des clients qui nous ont beaucoup apporté. Un des clients qui nous a beaucoup apporté il y a longtemps, c'était Areva, qui nous a dit, écoutez, monsieur Marbach, quand vous présentez, vous et les des idées, je vois que mon équipe technique en censure certaines. S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est à moi de décider, c'était le directeur technique qui disait ça, si tel ou tel effort technique est trop important ou pas. Parce que parfois, il y a un effort technique qui n'est pas drôle, mais qui ramène 1 million. Donc, après tout, c'est bien peut-être au plus haut niveau chez le client de décider. Donc, on n'est pas des techniciens au sens où comment il faut que la base de données tourne bien, ce n'est pas notre métier. Voilà, on ne sait pas utiliser StatPack et tout ça, ce n'est pas notre métier. Par contre, ce qu'on doit faire, nous, c'est vous proposer l'ensemble des idées, les mettre un peu dans l'ordre du point de vue de la rentabilité financière, et si vous avez envie d'en sélectionner quelques-unes, faire avec vous des simulations pour savoir qu'est-ce que ça donne dans ce cas-là. Et là, vous nous trouverez à votre côté, à vos côtés. On va enchaîner avec une petite brique SaaS avant de passer à la gestion de parc. C'est du coup toujours Benoît qui a la main. SaaS, c'est une évolution naturelle du monde du logiciel. Hein. On a des logiciels on-prem qui ont fait leur temps. Ils seront toujours là de toute façon, mais on a également de plus en plus, une poussée très très forte depuis plusieurs années, des logiciels en mode SaaS, hein, donc en software as a service. Donc, l'intérêt du SaaS, pourquoi est-ce que ça a pris autant de succès, hein, parce que c'est extrêmement simple à mettre en place. Vous payez un abonnement, vous avez accès immédiatement, quasiment immédiatement au logiciel. Vous n'avez pas d'infrastructure à réserver, vous n'avez pas de choses à installer, tout est complètement prévu et vous n'avez plus qu'à acheter un service. Alors, le succès du SaaS, ça pose également un certain nombre de difficultés. Vous avez forcément dû entendre parler de Shadow IT, il y en a peut-être également dans vos entreprises. Ce terme de Shadow IT, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la DSI perd la main sur finalement pas mal d'éléments qui sont des maîtrises en tout cas techniques, parce que quand un métier se met à acheter directement du SaaS sans passer par la DSI, eh ben, on perd en tout cas des éléments techniques dans l'achat qu'il est en train de réaliser. On perd des éléments juridiques parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il a signé, ce qu'il a accepté comme condition auprès de ce fournisseur. Ça peut être un clic, une validation en ligne, un clic, et finalement, on ne comprend absolument pas juridiquement comment les choses ont été cadrées. Vous pouvez également avoir des problèmes liés à la perte de maîtrise des données. Où sont mes données? De quelle nature sont les données? Est-ce que j'ai de la donnée personnelle qui est stockée finalement quelque part et je ne sais pas dire où? Sur quel serveur? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est aux États-Unis? Voilà, donc ça pose énormément de questions, en tout cas sur la maîtrise évidemment des données. Et puis, vous avez également un problème de maîtrise des achats. Si vous avez plusieurs métiers au sein de votre entreprise qui ont souscrit à des offres SaaS différentes qui finalement représentent le même besoin fonctionnel, on voit très bien qu'on a une perte d'argent en ligne qui est évidente, puisque ce sont des mécanismes de remise qui sont faits au volume chez tous ces providers de produits SaaS. Donc, si vous avez 100 licences à droite, 100 licences à gauche,
ça aurait été économiquement plus avantageux d'en avoir 200 au même endroit. Voilà, à l'utilisateur, c'est forcément moins cher. Donc, on a une perte également de cette maîtrise-là. Alors, un autre problème dont on se rend compte quand on se met à analyser le sujet SaaS, c'est que finalement, il n'y a pas toujours de suivi sur ces utilisateurs. Ça veut dire qu'on rencontre environ 3 problèmes de gestion des utilisateurs. Premier problème, c'est qu'on a acheté des licences pour un certain nombre d'utilisateurs et il y en a certains qui ne font même plus partie de l'entreprise au bout d'un certain temps. Ils ne font plus partie de l'entreprise, sont partis, sont à la retraite, ils ont quitté l'entreprise pour un autre avenir professionnel, mais on continue finalement à payer tous les mois un abonnement pour cette personne-là. Donc ça, c'est le premier problème qu'on rencontre. Deuxième problème qu'on rencontre, c'est qu'on a acheté des abonnements pour des personnes qui finalement ne l'utilisent pas. On avait décidé qu'elles seraient utilisatrices de ces produits-là et finalement, elles ne l'utilisent pas du tout. Bon, deuxième nature de problème. Troisième nature de problème, on a acheté des abonnements pour un certain nombre d'utilisateurs. On a vu peut-être, et c'est souvent trop large sur l'ensemble des fonctionnalités. Vous savez, ce type d'abonnement SaaS, vous avez souvent des profils différents, standard, medium, gold ou premium. Enfin voilà, c'est le vocabulaire éditeur. Et on a souvent pris des abonnements high level pour des personnes finalement qui ne vont pas utiliser toutes les fonctionnalités de l'abonnement auquel on a souscrit pour elles, et un abonnement d'un registre un peu inférieur ferait tout aussi bien le travail et conviendrait tout aussi bien aux acteurs. Donc, comment est-ce qu'on aborde finalement ces sujets-là côté télé? On les aborde sous l'angle d'inventaire, c'est-à-dire qu'on a la capacité, et on le fait avec de façon outillée, avec des partenaires qui ont des outils spécifiques pour faire ça. On va aller analyser au niveau des proxys Internet, alors ça dépend de la taille effectivement des entreprises, mais on peut aller analyser au niveau des proxys Internet finalement quels sont les usages qui sont faits. Ce proxy et les URL accédés sont mappés avec un catalogue de références qui contient plus de 50 000 offreurs de SaaS et qui permet de comprendre finalement quels outils SaaS sont utilisés dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait ce travail-là d'identification, on va classer évidemment, on va ordonner, classer, on va faire un Pareto, un 80-20, on va s'intéresser au plus gros et on va aller plonger dans la console d'administration de chaque offreur SaaS pour être en mesure de comprendre quels sont les abonnés, qui ils sont, récupérer les listes, mapper ces listes avec les listes RH pour comprendre si les gens sont dedans, pas dedans, comprendre les dernières dates d'accès. Si on a des personnes qui sont dedans et qui n'ont pas accédé depuis 6 mois ou 1 an, ça vaut peut-être le coup de leur poser la question si elles en ont vraiment besoin et on peut supprimer les accès, de comprendre les natures d'abonnements auxquels ils ont souscrit et de comprendre si vraiment ils utilisent l'intégralité des fonctions auxquelles on a souscrit. Voilà. Et tout ce travail-là, c'est un travail d'identification, d'interrogation, de mapping, d'analyse, et ça permet surtout de faire des économies dès le mois suivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié qu'il y avait une dérive et une gestion qui n'était pas forcément rigoureuse sur ces abonnements-là, et qu'on décide de couper certains abonnements, de revoir le profil des uns et des autres, on a des économies cash qui arrivent le mois suivant, parce que ces paiements sont faits au mois le mois auprès de ces éditeurs SaaS. Voilà, donc la mise sous contrôle des coûts, c'est plein de choses, c'est de la conformité logicielle, c'est revoir bien ces infrastructures on-prem cloud, c'est d'attaquer les sujets SaaS dont on est en train de parler. Et puis, le dernier point qu'on voulait vous présenter pour respecter le timing, c'est évidemment la bonne gestion, et Clément en parlait en introduction, de votre parc, de votre poste de travail. Donc, ce parc de postes de travail, on a l'habitude de changer régulièrement ou trop régulièrement son poste de travail. Alors, quelles sont les raisons? Les raisons, c'est qu'il y a une accumulation de logiciels qu'on installe au fil du temps, il y a une accumulation de mises à jour, il y a une accumulation de mises à jour système et de drivers ou autres, qui c'est pas toujours d'ailleurs un succès, hein, c'est pas toujours pour le mieux. Et au final, on se retrouve assez régulièrement avec un poste de travail, on dit bah, j'en ai marre, ça plante, c'est lent, il est plus haut niveau, j'ai besoin. Et donc, ce que vous montre finalement ce schéma-là, c'est, on va dire, la performance du poste de travail qui va décroître d'année en année. Et puis, en year 3, on se dit, bah, je rachète un poste de travail. Évidemment, sur la période de 3 ans, on sait c'est la loi de Moore, hein, mais dans 3 ans, quand on rachète un poste de travail, il est 2 fois ou 2 fois et demi plus puissant que celui qu'on avait 3 ans avant.
Et finalement, on n'a résolu aucun problème sur le poste de travail. On a juste compensé les problèmes qu'il y avait par plus de puissance, plus de mémoire. Ça, c'est la réalité. On n'a résolu aucun problème. Et on rachète des postes de travail plus puissants en permanence. Donc, nous, ce qu'on propose, en tout cas, sur cet axe-là, c'est de travailler sur du préventif. Travailler sur du préventif, c'est d'essayer de détecter les problèmes avant qu'une demande d'un changement de poste de travail soit émis par un des employés dans l'entreprise. Comment on le fait? On le fait avec un agent qui est installé sur les postes de travail, qui va monitorer un certain nombre d'éléments qui vont être des inducteurs de compréhension d'une panne à venir ou d'un ralentissement du poste de travail. Cet outil, nous on travaille avec un outil qui s'appelle Interact, qui fait ça très bien. C'est un agent qui est installé et il va monitorer énormément de choses sur le hardware, sur la consommation de mémoire, quelle application consomme. Il va vous scorer les applications qui sont en difficulté et capable de vous dire il y a un taux d'insatisfaction de l'utilisateur sur telle application. C'est un outil qui va être capable de vous dire votre poste de travail numéro XYZ a un problème de batterie. La batterie du laptop, elle va tomber en panne d'ici 2 mois. Plutôt que de changer le poste de travail, anticiper et changer tout de suite la batterie. Ces éléments-là sont de nature à anticiper l'ensemble des pannes, qu'elles soient logicielles et des problèmes logiciels et de mémoire, et des problèmes hardware qui sont liés au poste de travail. Quand on utilise cet outil-là, nous on l'a acheté pour Elé et on l'utilise pour nous. On détecte assez rapidement d'où viennent les difficultés. Ça peut être des difficultés réseau également, que l'outil est capable de monitorer en disant il y a une congestion réseau à tel endroit. Et on est capable de dire, par exemple, récemment, le poste d'Alain avait un problème de ralentissement. En analysant finalement à travers l'outil, on a détecté tout de suite quelle était la nature du problème. Une application qui mangeait énormément de mémoire sans aucune raison. On a identifié l'application, on a désinstallé l'application et puis le poste de travail se met à fonctionner. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas été capable de faire au préalable. On aurait dit, Alain aurait dit, moi j'ai un problème avec mon poste de travail, il faut me le changer. Et on aurait peut-être acheté un poste de travail plus puissant, avec plus de RAM, avec un meilleur processeur, etc. Et finalement, c'est du gâchis. C'est du gâchis financier, c'est du gâchis écologique également. Il suffit juste de se concentrer, de travailler, d'identifier les causes, de réparer. Moi, je crois beaucoup en fait dans ce concept d'améliorer par l'identification et la réparation, et ça permet de prolonger finalement la durée de vie du poste de travail. C'est de l'économie, hein. C'est absolument mécanique. Voilà, on arrive à la fin. Merci Benoît. Merci beaucoup, donc Benoît. on arrive à la fin des slides. Je voudrais mettre un peu de sourire dans cette histoire parce que on travaille sur des trucs qui sont franchement hard, quoi, hein. C'est des inventaires de logiciels, c'est le SaaS. Le SaaS, je pense que dans la catégorie des inventaires, c'est presque le pire parce que premièrement, c'est des milliers d'éditeurs, des règles qui changent tout le temps. Donc premier problème, c'est comprendre comment ça marche, les règles, les niveaux et tout ça. Donc c'est pas drôle. Et après, la DSI qui va voir le métier, elle est trop souvent dans une approche je vais vous empêcher de travailler, quoi. Je vais vous empêcher de travailler parce que de toute façon, vous avez besoin des données des salariés, donc vous allez vous connecter à l'AD, vous allez mettre le bazar dans la sécurité de l'entreprise. Donc c'est vraiment une situation où la DSI doit absolument changer d'attitude en disant comment je peux être empathique, innovant, apporter de la valeur, parce qu'à la fin, tous ces logiciels, ils ont les fameux accès indirects, hein, Salesforce, SAP et tout ça, parce que vous allez connecter le logiciel de ServiceNow ou de Salesforce à vos autres logiciels et ils ont prévu les clauses des accès indirects et vous allez en prendre plein la figure. Donc, de toute façon, à un moment donné, le métier va devoir travailler avec la DSI sur le métier de la DSI, c'est-à-dire le modèle de données, les flux d'informations, la donnée source, la donnée secondaire, voilà. De toute façon, à la fin, le métier va travailler avec la DSI. Donc, autant être beaucoup plus empathique au début, aller vers eux. Surtout qu'eux, derrière, ils ont 2 choses pas drôles à faire pour contrôler les économies. Il faut que vous donniez au manager la liste de ce qui se passe chez lui et qu'il commence à prendre des décisions en disant un tel, je vais donner une licence premium, mais en fait, il n'en a pas besoin. Et il n'a vraiment pas... Déjà, prendre des décisions, ça ne l'amuse pas. En plus, c'est chez lui. Et puis après, il va falloir qu'il aille voir les collaborateurs et qu'il dise à Jules ou je sais pas, ou Julia, tiens,
tu sais, tu avais une licence premium, je te l'enlève. Alors que tu as un bureau de 25 mètres carrés, et là, je t'enlève la licence premium. Et donc, c'est pas cool, quoi, le SaaS. Voilà. Donc, je voulais juste dire, on fait un métier d'inventaire, et on a décidé de le faire avec une approche le plus décontractée possible, le plus à vos côtés. Vous voulez faire un geste très réduit, vous voulez faire un geste plus important, vous voulez changer votre organisation, vous voulez vous outiller. Vous avez un partenaire, il va faire une partie du chemin avec vous et une partie avec nous. Voilà, tout ça, c'est possible. On est sûr de là où on est en train de travailler. On est sur un sujet qui ne va pas se réduire tout de suite. Le rapport de force entre les éditeurs et leurs droits d'auteur et vous, il est là pour quelques années. Voilà, on est prêt à répondre à vos questions. Merci. Est-ce que vous avez des questions particulières sur certains sujets? Alors ceux qui regardent sur YouTube ou à distance, ils peuvent poser des questions? Non. Oui. Combien de? C'est le tout premier slide. Je crois que dans l'histoire d'Ele, dans notre CRM, puisqu'on est équipé avec 100% de l'histoire en CRM, on a à peu près 150 clients différents. Mais ce qui est un peu particulier avec la région Occitanie, c'est-à-dire, quand on est à Paris, la couche des grandes entreprises représente tellement d'acteurs dans les tours de la Défense et sur Montreuil ou sur Arcueil qu'à la fin, on ne voit que les grandes entreprises. Et ce qui est étonnant, c'est que dans l'Ouest et surtout le Sud-Ouest, on a des clients qui sont des coopératives, qui sont des laboratoires pharmaceutiques, qui sont des sous-traitants de l'aéronautique. Et on a pas mal de sous-traitants de l'automobile, moins dans le Sud-Ouest, mais dans d'autres régions. Et donc, en fait, on apprend petit à petit à faire un geste qui correspond à différentes classes d'entreprises. Mais au total, 150 entreprises depuis l'histoire, environ 80 entreprises qui sont clientes en ce moment. Il y a des gens qu'on voit que tous les 2 ou 3 ans. C'est pas grave. Je pense à une très très belle marque de l'agroalimentaire. Je ne peux pas donner le nom, la marque est archi connue. Et la personne travaille avec nous tous les 5 ans à peu près. Et un jour, la dame m'appelle et me dit « Monsieur Marbach, je ne comprends pas, il y a Oracle qui veut me parler de stockage. Je me suis dit que c'était quand même bizarre, je vous appelle. » Et je lui dis « Oui, mince, excusez-moi, on aurait dû vous inviter à un événement récent. Effectivement, maintenant, Oracle prétend que si vous connectez vos VM avec un stockage commun, vous allez payer pour toutes les VM de tous les clusters. Et leur truc juridiquement est assez sérieux. » Voilà, on s'est mis à travailler avec eux. Il n'y a pas besoin de plus de 4 ou 5 jours de travail et le problème a été réglé. Et ça me permet de faire une transition avec une chose que je disais tout à l'heure en aparté. Les audits ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui ont des lettres d'audit brutales. Par exemple, il y a une entreprise espagnole qui s'appelait avant Garmendia, qui s'appelle maintenant 7-8, avec un 7 dans le 7 et un 8 dans le 8, qui fait du phishing audit. C'est-à-dire qu'il vous envoie des lettres en disant je dois faire un audit pour vous, je dois faire un audit pour Oracle, pour IBM, pour Microsoft, etc. Et ils ont effectivement une délégation de Oracle, IBM, Microsoft, de sorte que si vous leur répondez, c'est parti, l'audit a commencé. D'accord ? Voilà. Vous avez des gens comme Microfocus qui sont des vautours, c'est-à-dire que le business model de Microfocus, c'est j'achète des lignes de produits logiciels anciennes à HP, à IBM, et une fois que je les ai achetés, je commence les audits. Et leur business model, c'est, ils savent que c'est des vieux produits et que donc c'est plus très bien géré chez les clients et qu'auditer va permettre de ramener de l'argent. Voilà. Et ils ont des façons de faire qui sont de plus en plus modernes. Par exemple, IBM maintenant a un nouveau concept qui s'appelle IASP, IBM Authorized SAM Service Provider. Donc très joli modèle qui consiste à dire, avant je faisais des audits tous les 3, 5, 6, 7 ans et je payais Deloitte et KPMG pour faire un renversement de charge de la preuve globalement, parce que Deloitte et KPMG écrivaient n'importe quoi et c'est vous qui deviez lutter contre Deloitte et KPMG en prouvant votre bonne foi. Et bien maintenant, à la place, je vous propose un contrat où il n'y aura plus d'audit, mais c'est vous qui achetez un service à Deloitte et KPMG, et Deloitte et KPMG font un rapport tous les 3 mois, et vous vous engagez à payer rubis sur l'ongle immédiatement. Non mais ils ont bu quoi. Enfin, ils ont bu. Clairement, c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même des clients qui, face à ce qu'a été le terrorisme des audits, se mettent à dire oui, j'accepte de signer ce contrat-là. Mais pour vous donner juste une petite idée du bazar, hein, la première case d'un travail de Deloitte et de KPMG, c'est d'aller voir sur le site Passport Advantage de IBM
ce que vous détenez comme licence. Mais qui a le devoir de mettre à jour ce qui est sur le site Passport Advantage? IBM. Est-ce que c'est à jour? Non. Et Deloitte commence en vous accusant de ne pas avoir de licence parce que IBM n'a pas mis à jour votre portefeuille de détention de licence. Voilà. Donc je dirais que les audits, au début d'Elé, les audits, c'était des lettres bien brutales, signées Oracle, signées IBM. Maintenant, c'est toute une série de mécanismes pervers, de revues collaboratives, de réflexions sur le futur. Alors, vous commencez à donner des quantités. Clac, c'est fini. Vous avez donné des quantités. Voilà. Quelqu'un va faire un rapprochement et la lettre d'audit va arriver. Donc, attention au fait que les audits sont toujours là, plutôt dynamiques. Et normalement, ce qui se passe, c'est qu'après une crise économique, donc là, le Covid, c'est une crise, les audits augmentent dans les 6 à 18 mois qui suivent. Donc, on devrait les voir arriver. Oui. Pensez-vous que le on-premise a un avenir où tout va migrer sur cloud et inévitablement on sera obligé, de lié avec le cloud? Alors, Benoît a un peu répondu à la question. Hein. J'allais le dire. Oui. Oui, pardon. Pensez-vous que le on-premise a un avenir ou est-ce que tout va aller dans le cloud? Alors, je pense qu'il y a différentes sortes de réponses. Nous, on a démarré en 2010. Je suis parti 100% sur le cloud chez OVH. Et chez OVH, parce qu'OVH a été l'hébergeur de Wikileaks. Hein, donc, ils sont très protégés contre le droit américain. Voilà. Mais clairement, quand une VM est bien chargée, enfin une machine est bien chargée, que vous êtes bien dimensionné, le on-prem est 5 fois moins cher que Amazon Web Services, quoi. Vraiment 5. Si vous demandez à Société Générale ou Crédit Agricole, ils pensent même que c'est 10 fois moins cher. Mais maintenant, si vous avez des besoins d'agilité, donc vous voulez faire du développement, vous voulez faire du scale-up rapidement pour une campagne de communication, le cloud est vraiment idéal. Et alors, vous allez avoir à résoudre des problèmes qui est comment je transfère les données, comment je donne aux développeurs des données qui sont récentes, qu'est-ce que je fais des flux de communication. Sur un des slides, vous aurez tout ça. On parle de Navigacom, qui est un partenaire sur ces questions de coûts télécom vers et depuis le cloud. On a également un partenaire qui s'appelle Actifio, avec une société qui met en œuvre Actifio, qui s'appelle Data Agility. Et ça, c'est des gens qui vous aident à construire rapidement le transport des données pour les environnements de développement. Voilà, donc il y a toute une série de choses qui peuvent être faites. Voilà. On essaye de ne pas avoir de dogme et d'être poète à partir des chiffres. Voilà. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le on-prem, comme le disait Benoît, va continuer et sera, je pense, quasiment pas toujours là, mais presque, parce que déjà tout ce qui va être les entreprises qui sont dans la défense, avec énormément de sécurité, veulent garder tout chez eux. Donc déjà, on a, nous, des grands clients comme ça qui disent jamais je ne mettrai ces informations sur le cloud, je garde un data center, je garderai un data center on-prem chez moi pour avoir toutes ces informations-là. Donc on sait déjà qu'il y a des éléments où peut-être que demain le cloud va évoluer, sera sécurisé, il y aura des choses qui seront faites, mais en tout cas pour l'instant le on-prem reste et demeure. La deuxième chose que l'on voit par contre, c'est l'évolution du coût du cloud. Beaucoup de clients avaient en tête que j'enlève quelque chose du on-prem et je le mets sur le cloud et en fait mon coût sera sur le cloud et sera moindre. Le problème, c'est qu'ils ont oublié qu'il fallait décommissionner les serveurs, il fallait décommissionner les VM, qu'il fallait rendre les maintenances, rendre les licences, qu'il fallait tout faire. Et aujourd'hui, on se retrouve énormément avec en fait le même flux financier entre un on-prem et entre un cloud. Et en fait, ils se retrouvent avec des environnements où ils se disent les nouveaux projets, on ne va pas les mettre dans le cloud, on va les mettre sur le on-prem où on a pris les informations pour les mettre dans le cloud. Et donc, on arrive avec des flux financiers. Là, on n'a pas la slide, c'est mon collègue qui est spécialiste, on va dire, dans cette partie-là, dans la partie achat IT SAM, qui vraiment a fait une étude là-dessus et qui montre que de plus en plus, les entreprises ont deux flux financiers qui deviennent similaires, le on-prem et le cloud. On passe, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois j'essaie d'expliquer ce que fait Elé en disant qu'on s'intéresse aux objets qui sont sur des catalogues, mais qui sont immatériels. Parce que quand on achète Microsoft Windows Server, on pense qu'on achète un logiciel. On le met sur une machine et on met des applications dessus. Et puis quand on achète Amazon EC2, on pense qu'on achète de l'infra. Mais en fait, il y a un logiciel et ça fait tourner. Donc en fait, c'est pareil, quoi. Parce qu'à la fin, on met une donc en fait, c'est pareil.
Donc, et les objets catalogués, licence ou cloud, basés sur de la propriété intellectuelle, droit d'auteur, qui donnent instantanément des privilèges incroyables à l'éditeur. Comme je dis tout à l'heure, ils sont en train de passer de 15% à 25% des dépenses de la DSI, et donc il faut qu'on travaille. Et c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher une économie là et de mener un projet par ailleurs que de subir les évolutions incessantes de ces règles-là. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Voilà, on reste par là aujourd'hui. On sera... Et puis de toute façon, Clément, il est là tout le temps. Hein, donc, moi, je suis là tout le temps, ouais. Voilà. Absolument. Je viens chercher le soleil.